Merci Pauline. Alors d'abord, je voulais commencer cette année 2025 par une série de remerciements. Parce qu'effectivement, l'année n'a pas été facile. Elle n'est pas facile, Pauline l'a rappelé, pour des tas de raisons mondiales. Mais en plus, on a eu une dissolution. Et puis en ce qui me concerne, une dissolution et une élection qui ne s'est pas déroulée dans des conditions tout à fait normales. Donc moi, je voulais quand même en dire un mot, puisque je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont soutenu dans cette élection, puisque vous le savez, ceux qui sont là, je n'ai pas eu l'investiture de la France Insoumise. Donc moi, je voulais quand même remercier l'ensemble des forces politiques du nouveau Front Populaire, notamment le Parti Socialiste, et je remercie tous les camarades du Parti Socialiste qui sont là, les écologistes, mais aussi les communistes, et ils sont nombreux encore ce soir, qui m'ont accordé leur confiance et qui m'ont soutenu dans cette élection législative. Ça, c'était la première chose. Mais, j'y arrive, Hélène, j'y arrive, t'inquiète pas. Mais le NFP ne se résume pas, tu vois, la phrase était là. Le NFP ne se résume pas à ces 4 partis politiques. Le NFP, c'est aussi d'autres composantes. Et je voudrais citer tous ceux qui sont là ce soir et qui m'ont aussi soutenu, que ce soit camarades de Place Publique, et merci à toi d'être là, Pascaline, candidate valeureuse, et j'espère que si on refait des élections législatives, notre seul objectif, c'est de faire élire Pascaline Lecorcher dans le 11 et le 12e arrondissement pour battre le Rassemblement national. Donc 2 places publiques, mais aussi ensemble, la gauche éco-socialiste, GRS, vous êtes encore là ce soir, mais aussi le NPA, et évidemment, je vais en oublier, mais tas d'autres composantes politiques. Maintenant, il y a la presse, un tout petit nouveau, voilà. Et comme tu l'as dit, Hélène, le Front Populaire, c'est pas que 4 forces, c'est bien plus que ça, c'est les forces sociales, et c'est aussi les citoyens et les citoyennes qui se sont engagés dans cette campagne. Et moi, je voudrais quand même qu'on dise un remerciement collectif à l'ensemble des comités du nouveau Front Populaire, qui se montent dans tous les arrondissements. Il y a d'abord eu des comités dans le 4e, 5e et 6e. Il y en a maintenant dans tous les arrondissements de Marseille. Et il s'est passé quelque chose de très important vendredi dernier. Ces comités ont fait une réunion vendredi dernier. Il y avait plus de 200 personnes. Toutes les forces politiques étaient à la tribune. Et donc, dans un moment politique où on se divise à l'Assemblée nationale, à Marseille, on a réussi encore à démontrer qu'on pouvait rester unis, mettre 200 personnes dans une salle pour dire que non, on est capable de se rassembler et non, la division, elle passera pas. En tout cas, à Marseille, on a réussi à le démontrer et je voudrais remercier tous ceux qui ont permis ça vendredi dernier. Alors, j'en finis sur les remerciements. J'ai déjà remercié Didier, je te remercie encore, franchement, pour tout ton travail. Parce que voilà, on a un partenariat un peu particulier, je pense, sur cette circonscription. Et je travaille aussi, encore une fois, je le redis, avec Olivia Fortin. Et c'est important, le travail qu'on a avec les élus du printemps marseillais. Mais remercier aussi mes collaborateurs. Avant de parler de choses beaucoup plus graves, je voudrais remercier Pauline Tournier qui m'accompagne depuis 2022 dans cette tâche. Merci à toi, Pauline, que vous connaissez tous et toutes et qui est une suppléante et une collaboratrice en or. Voilà, vous pouvez l'applaudir, il faut l'applaudir. Alors, il y a Mathilde, qui est la Parisienne qui adore Marseille. Donc, vous l'avez vue dans la campagne. Elle est venue spécialement pour l'Assemblée circonscription. C'est elle qui fait les propositions loi. Donc, à chaque fois que vous avez une idée bizarre, comme Hervé, qui veut absolument nous faire une proposition de loi, mais très intéressante, sur les prix planchers dans les transports, et notamment pour éviter l'ubérisation du transport pour le dernier kilomètre, et ben voilà, on travaille avec les acteurs et on travaille avec les collaborateurs à Paris qui transforment ces envies des citoyens et citoyennes en propositions de loi. Et si on a de la chance, des fois, ça finit même à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc merci à Mathilde et Lisande qui n'est pas là, mais voilà, qui font ce travail. Et un dernier remerciement, là, il est là, il va vous photographier, c'est Mehdi, c'est le petit nouveau qu'on a pris pour la communication. Voilà, il a transformé ma communication, je te remercie beaucoup Mehdi, et je pense qu'on ne s'est pas trompé pour ton recrutement. Donc n'hésitez pas aussi à aller le voir, discuter avec lui, voilà. C'est un militant aussi qui a longtemps milité à Extinction Rébellion, à la réserve citoyenne. Et merci à toi d'être maintenant dans la team. Alors ça, c'était la partie facile, voilà. Parce que la situation, elle est quand même dramatique. Et effectivement, on ne peut pas faire des vœux en janvier 2025 sans partir de la situation internationale. Tu l'as rappelé, Pauline, c'est une année de guerre qu'on a vécue. Une guerre en Ukraine, l'agression russe se poursuit, 500 000 morts presque, plus d'1 million de victimes dans les 2 camps, évidemment des civils, mais beaucoup de militaires, et beaucoup de militaires aussi russes. Le peuple russe est saigné par cette guerre d'agression, l'agression de Poutine, mais c'est aussi la tragédie à Gaza. Il faut qu'on ait une pensée pour ce qui est en train de se passer à Gaza, où malheureusement on est resté trop muet face à un génocide en cours. Et moi j'utilise le terme de génocide. J'ai plus de doute là-dessus. J'ai même interrogé à l'Assemblée nationale la semaine dernière une juriste
Et je vais poser une question assez simple. Nous vendons des armes à Israël. Nous vendons des armes offensives à Israël. Il y a un génocide à Gaza. Est-ce que la France et l'État français pourra être accusés de complicité de génocide? Réponse d'une juriste, une éminente juriste, oui. Écoutez, elle a répondu oui. Donc moi je crois que l'heure est très grave et l'agression continue, elle se poursuit aujourd'hui. Malheureusement, elle se poursuit en Cisjordanie, cette semaine. Elle se poursuit au Liban, elle se poursuit en Syrie. Donc oui, il y a eu les attaques terroristes. Et moi, j'ai jamais eu de problème pour dire que c'était des attaques terroristes. Mais rien ne peut justifier non plus, en retour, un processus d'épuration ethnique. Et pourquoi je vous parle de l'Ukraine en même temps que je vous parle de Gaza? Parce que les deux dirigeants et les deux régimes qui mènent ça, le régime de Poutine et le régime de Netanyahou, ont des points communs. Ils ont une obsession de l'identité. Et c'est des épurations ethniques qu'ils veulent faire. Parce que c'est des gouvernements et des pouvoirs néofascistes. Et je pense qu'on a mis trop de temps à comprendre ça, que Poutine était une menace pour l'Europe, que Netanyahou est une menace pour le Moyen-Orient, et qu'on a des dérives, et qu'on a connu dans le passé, des dérives graves. Malheureusement, c'est pareil en Inde avec Modi, et le gouvernement autoritaire, même s'il fait des progrès en Chine, le gouvernement autoritaire de la Chine est aussi inquiétant. Je crois que les uns et les autres, on n'a pas pris conscience de ce qui se passe en Chine aujourd'hui. On n'a pas pris conscience de ce que vivent les Ouïghours aussi en Chine. Et c'est le même processus. Là, c'est un processus d'épuration ethnique différent. C'est des RAN qui vont éliminer une partie de la population ouïghour. Mais ce qui se passe en Chine, c'est aussi... Avant, la Chine, c'était une autocratie, mais avec un parti communiste. Une bureaucratie stalinienne, si vous voulez. Là, c'est Xi Jinping qui concentre tous les pouvoirs. Et donc, ce qui se passe en Chine est parfaitement miroir de ce qui se passe en Russie. Et de ce qui s'est passé, malheureusement, en Israël, qui était une démocratie, et qui est en train de se transformer en un gouvernement autoritaire. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Ça fait le lien avec quelque chose qui est évident, c'est l'arrivée de Trump. On ne peut pas faire comme si Trump arrivait et que ce n'était pas dans un paysage où les néofascistes sont un peu partout. Puis je ne vous ai pas parlé de Modi en Inde, des pogroms faits contre les musulmans en Inde depuis maintenant pas mal d'années, et sur lesquels personne ne dit rien. On regarde nos chaussures. Donc vous voyez, moi il n'y a pas l'Est, l'Ouest, on est pour les Américains. Non, il y a un processus de fascisation, comme on a eu un processus de fascisation dans les années 30. Et Trump, écoutez ce qu'il dit, c'est pas un guignol. Trump, dans son investiture, il a promis une chose. Il a promis que des millions de migrants retourneraient et ils seraient déportés hors des frontières américaines. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Donc en réalité, il va les traquer, il va leur rendre la vie impossible, comme on essaie de faire aujourd'hui avec les sans-papiers, mais ça va prendre une dimension supplémentaire. Et donc on s'approche de la barbarie. Et quand il dit qu'il veut envahir le Groenland, les Danois ne l'ont pas pris au sérieux au début. Mais je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il a appelé le gouvernement danois, il était très sérieux le garçon. Parce qu'il y a des problèmes de géopolitique, parce que c'est là où passent les missiles nucléaires en cas de guerre avec la Russie, et puis parce que le sous-sol du Groenland, il y a toutes les réserves de pétrole, et il y a des terres rares. Et donc il veut aller les chercher. Donc on est avec Poutine et avec Trump dans un monde de plus en plus dangereux. Et le coup de Musk, Elon Musk, les gens me disent « Non, c'est pas un salut nazi ». Non mais sérieusement, vous l'avez vu le truc, c'est un salut nazi, je ne vais pas vous le refaire, c'est un salut nazi. Et c'est pas comme s'il soutenait les néo-nazis en Allemagne. Parce que l'AfD en Allemagne a quand même réfléchi à des plans de remigration des émigrés allemands, de remigration vers l'Afrique. L'AfD en Allemagne, c'est pas le RN en France, hein, c'est des néo-nazis. Et il soutient des néo-nazis en Grande-Bretagne. Alors au début, il soutenait les nationalistes anglais, puis il s'est dit que non, ils n'étaient pas assez radicaux. Donc il est passé à un soutien franc des néo-nazis. Et ce type-là, c'est le type le plus riche de la planète maintenant. Il a dépassé notre Bernard Arnault, hein, il est à 400 milliards de patrimoine. Ce type-là, il a Twitter. Ce type-là, il a SpaceX. Ce type-là, il a les satellites. Voilà. Donc c'est un peu effrayant, effectivement. Alors la question, c'est pourquoi ils font ça ? Je vais dire, ils font ça comme ils ont déjà fait dans les années 30, parce que le système mondial, l'économie mondiale, par moment, elle s'enraye. On l'a vu avec la crise de 2008, on l'a vu avec la crise Covid, et quand ça s'enraye, il faut trouver des boucs émissaires, et l'étranger est toujours le bouc émissaire. C'était les Juifs, et là, c'est autre chose. Bon, voilà. Et ça facilite finalement le maintien au pouvoir d'une classe dirigeante. Mais il y a quelque chose de nouveau par rapport aux années 30. Et tu l'as mentionné, c'est la crise climatique, c'est la crise écologique. Pourquoi c'est nouveau ? Parce que fondamentalement, on ne peut pas continuer à avoir le même mode de vie. Et nous, on a du mal à vraiment avoir conscience de ça. Hein, ma collègue Sandrine Rousseau utilise le terme de décroissance, moi je l'utilise pas parce qu'il prête à confusion. Mais néanmoins, il y a un petit problème.
On ne peut pas continuer à changer de téléphone portable tous les ans, c'est pas possible. En réalité, la Terre ne peut pas absorber ça. Enfin, moi, je suis écologue, scientifique, les climatologues vous le disent, c'est pas possible. Or, là, on le voit, le changement climatique commence à produire ses effets. On l'a vu avec, évidemment, Valence. Tu ne l'as pas mentionné, mais je crois que tu ne l'as pas mentionné, mais je ne sais plus si tu as mentionné, des centaines de morts à Valence. Il y a eu, évidemment, et je vois qu'on a une pensée pour nos concitoyens mahorais, parce que ce qui s'est passé à Mayotte est terrible, et on ne sait toujours pas le nombre de morts. Enfin, je ne sais pas. C'est un truc bizarre. C'est quand même qu'au début, on ne sache pas, mais maintenant, on n'a toujours pas d'estimation fiable, enfin, je pense, du nombre de morts. Et puis, évidemment, ce qui s'est passé en Californie, mais c'est tous les ans. Alors là, c'est un peu plus visible, parce que c'est les villas des riches qui brûlent. Mais c'est les villas de toute l'arrière-pays méditerranéen qui vont brûler rapidement, si on ne fait rien. Voilà. Donc je pense qu'il y a cette crise climatique, il y a cette crise écologique, et que les plus riches de la planète se disent bien qu'il va falloir un peu durcir les choses si eux veulent continuer à amasser autant d'argent, et eux veulent continuer à vivre leur vie. Et moi, j'étais surpris, parce que je lutte contre le yachtisme, le croisiérisme, et certains ne comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi tu t'en prends aux riches, aux yachts, aux jets privés? Je dis, mais parce que expliquer au type qui veut juste partir en vacances une fois de temps en temps qu'il ne faut pas qu'il prenne l'avion, alors que le super riche, il prend son jet privé juste pour aller faire des courses entre Marseille et Paris tous les jours. Le citoyen lambda, il va vous dire, bah non, moi pourquoi je ferais des efforts alors que l'autre, il n'en fait pas. Enfin, donc il faut s'attaquer à ça. Et moi, j'ai été surpris quand j'interroge des gens qui travaillent sur ces questions, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas prendre le train, ils veulent pas, ils ont leur jet privé, et voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça et que c'est une des racines du fascisme aujourd'hui. Et très clairement, Trump, il le dit, il le redit, lui, il veut exploiter tout ce qui sera exploitable, il veut utiliser les fossiles, et voilà. Et il va être agressif. Voilà. Alors, dans les bonnes nouvelles, parce que ça, c'est que les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1 ou 2 pays dans lesquels on peut dire stop à ça. Hein, c'est la théorie des dominos. Si ça tombe, voilà. Mais s'il y en a un qui résiste, on l'a vu. Dans les années 30, ça n'a pas été unilatéral dans les années 30. Revoyons notre histoire. Évidemment, Mussolini il gagne en Italie. Évidemment, Hitler il gagne en Allemagne. Mais en France, on fait le Front populaire. Alors après, ils nous ont envahis, certes. Mais on a fait le Front populaire quand même. C'est pas les fascistes qui ont gagné. Pourtant, en 1934, ils étaient prêts de prendre le pouvoir. Mais c'est la gauche qui a gagné en 1936. Et ça a été compliqué en Espagne. Finalement, Franco gagne, mais c'était une guerre civile compliquée. Donc oui, alors je ne vous dis pas qu'il y aura la guerre, parce que ça va prendre des formes différentes. Il y a une politiste aujourd'hui qui travaille sur les réseaux sociaux, elle dit des choses très justes. La guerre, maintenant, elle passe dans nos cerveaux, puisqu'ils contrôlent en fait les réseaux sociaux. Et comme ils contrôlent les réseaux sociaux, ils n'ont pas besoin de nous envoyer les armes. Ils nous envoient en fait des fake news, et avec ces fake news, ça suffit finalement à faire basculer les pouvoirs. La première fois massive qu'on l'a vu, c'est en Roumanie récemment. TikTok, un type, il arrive, il est moussé par TikTok, c'est un néofasciste, il gagne l'élection présidentielle en Roumanie. C'est très sérieux cette affaire. Ils vont manipuler les élections. Ça, c'est sûr. Donc le problème qu'on a en France pour être l'endroit où ça ne se passe pas et où on gagne enfin, parce qu'on doit gagner en France, on doit gagner en Espagne, on doit gagner aussi en Allemagne, parce que si ces pays-là résistent, l'Europe peut résister. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé en France, bien sûr qu'il y a une progression du Rassemblement national. Mais là, j'ai été discuter, parce qu'il est venu à nos journées du groupe écologiste avec Vincent Tibéry, je vous engage à lire son livre qui est très intéressant. Il explique qu'effectivement qu'il y a une droitisation de la société française, mais qu'il n'y a pas une droitisation par la base, il y a une droitisation par en haut. Ce qui se passe, c'est que fondamentalement, on a de plus en plus dans nos journaux, et notamment CNews, Europe 1, des propos qui sont racistes, qui sont discriminants, qui s'en prennent aux féministes, etc. Et que ça diffuse dans la société. Mais que sinon, le reste de la société française, en fait, elle n'est pas, sur le temps long, plus raciste. Elle est moins raciste. Elle est moins homophobe. Elle est moins sexiste. C'est ça les tendances sur le temps long. Et les sociologues peuvent les travailler, ça. Donc, alors il ne dit pas ça pour nous rassurer, il nous dit il est quand même minuit moins le quart. Parce que sur le temps long, on a beau avoir des gens qui sont moins racistes, quand tous les jours on vous dit qu'il y a de l'insécurité, ce qui est vrai, et cette insécurité c'est dû aux étrangers, ce qui est faux, et bien forcément les gens finissent par le croire, et à la fin ils finissent par voter Rassemblement National. Et ça on le voit, mais dans tous nos arrondissements à Marseille. Voilà. Donc il va falloir lutter pied à pied avec ça. Et puis il va falloir être lucide sur le risque d'ingérence. Voilà. Et c'est pour ça que la question de Twitter et de ce qui est en train de se passer est très importante.
La question de nos médias, de comment on reprend le contrôle sur nos médias, et de Bolloré en France. Bolloré avec Europe 1 et CNews, c'est un sujet important. Et moi, j'avais rencontré effectivement le patron à l'époque de l'Arcom. Il était venu dans mon bureau, il était complètement catastrophé. Il m'a dit « Je crois que le fascisme va arriver, j'en suis un peu responsable parce qu'en tant que patron de l'Arcom, mais je ne sais pas comment m'y prendre. » Bon, finalement, sur CNews, ils ont agi. Il y a encore des ressorts, il faut qu'on soit confiant là-dessus. Bon. Alors, comment on va s'en sortir? Moi, j'ai un triptyque en ce moment, très simple. Unité, radicalité et démocratie. Je vais maintenant vous les décliner. Sur l'unité, évidemment, d'abord l'unité. C'est-à-dire que si la gauche n'est pas rassemblée avec les écologistes, mais y compris avec des électeurs venant du centre, même des électeurs de droite face au RN, moi, la droite a voté pour moi et a appelé à voter pour moi en face du RN. Et moi, j'en étais content, parce que dans un moment comme ça, comme en 40, il faut que les républicains se rassemblent. Pas les républicains au sens de LR, mais tous les républicains français, à un moment donné, doivent se rassembler face au fascisme. Il faut que tout ça soit clair dans la tête des gens. Bon. Et donc, on doit rassembler. Et là, d'abord, c'est l'unité du NFP. Et très sincèrement, tous ceux qui faisaient les médias, etc., tous les sondages disaient qu'on allait perdre l'élection législative. Tous. On a fait le NFP sur un programme, j'y reviendrai, de radical, écologique et social, et on a gagné. Alors, on n'a pas gagné complètement, j'y reviendrai, c'est pas vrai. On n'est pas majoritaire, d'un point de vue majorité absolue, mais on a quand même gagné, on a plus de députés que les autres listes. Ça, c'est un fait, et un fait indéniable. Donc, l'unité d'abord. Ensuite, la radicalité du programme. Alors, le mot radicalité, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on ne l'utilise pas? Moi, je l'utilise pourquoi? Parce que radicalité, c'est la racine. C'est prendre des problèmes à la racine. Et prendre des problèmes à la racine, ça commence par quoi? Première chose, on doit tous vivre dignement de notre travail. Point barre. Hein? Il y a tout état de débat sur assistanat. Non, on doit tous pouvoir avoir un métier et tous pouvoir vivre dignement de son métier. Et ça passe par une chose très simple. Le SMIC à 1 600 €, c'est dans notre programme. Et ensuite, l'augmentation des salaires, de tous les salaires, hein, des conférences sociales. Et conférences sociales, c'est que en fonction des branches, on ne peut pas faire la même chose. Il y a des choses qui sont possibles dans certaines branches parce qu'ils ne sont pas soumis à la concurrence internationale. Il y en a des choses qui ne sont pas possibles dans d'autres branches. Première chose. Et le troisième truc qui est très important, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà. Au moins, ces trois choses-là permettent de commencer à se dire qu'on peut vivre dignement de son travail. Deuxième chose importante, avoir accès à un logement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Marseillais ici qui ont eu à louer un appartement récemment, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de logement aujourd'hui, même quand on est collaborateur. Hein, Mehdi, il est où? Même quand on est collaborateur de l'Assemblée nationale, on galère pour trouver un logement. C'est pas normal. Et à Paris, alors là, Mathilde à Paris, c'est pareil. Pour trouver un logement à Paris, elle ne sait pas de quoi je parle. Pour trouver un logement à Paris, c'est galère. Bon. Et donc ça, c'est pas normal. Et il n'y a pas d'autre solution que de stopper la spéculation immobilière par la production massive de logements sociaux. Bon, mais ça, c'est le temps long. Le temps court, il faut limiter Airbnb. On n'a pas le choix. Bon, on n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre. On aurait plein de logements. Je ne vous dis pas, moi, j'ai rien contre Airbnb. Mais on aurait plein de logements, il n'y aurait pas de problème, ok. Mais ce n'est pas le cas. Et comme ce n'est pas le cas, il faut absolument que tout le meublé touristique soit disponible pour les gens qui vivent et qui travaillent ici. Et puis c'est mieux pour les commerçants. Moi, j'ai discuté avec des commerçants de Vauban. C'est bien beau, les touristes, ils viennent de temps en temps, etc., ils repartent. Rien ne remplace pour le commerce de proximité les habitants qui connaissent leurs commerçants, qui y vont tous les jours, qui sont prêts à payer plus parce qu'ils aiment discuter avec leurs commerçants. Rien ne remplace ça. Donc, il faut absolument finir avec Airbnb. Et là, je voudrais remercier la mairie du 4-5 notamment, et la mairie centrale, qui enfin prend le problème à bras-le-corps. Et moi, je voudrais vraiment les féliciter parce que même l'effet d'annonce est même plus important que les mesures. On dit que non, Marseille, on ne souhaite pas que ça soit l'Eldorado pour Airbnb. Donc, il faut qu'on ait un revenu décent, il faut qu'on puisse se loger. Ensuite, il faut qu'on puisse se nourrir décemment. C'est simple, hein, la vie, c'est les besoins. Il faut qu'on se voilà. Et ça, c'est pareil, c'est la malbouffe. C'est les plus pauvres, ils mangent très sucré. Donc, on est en plein sur ça au projet de loi de finances sur la sécurité sociale parce que sachez que moins c'est cher, plus c'est sucré. Toutes les études le montrent. Et on est en train de rendre totalement tous nos enfants addicts au sucre. Et c'est une catastrophe. À la fin, ils sont obèses, ils font des maladies cardiovasculaires et ça nous coûte un pognon de dingue après, en termes de santé.
Donc ça, il faut revenir là-dessus. Donc pour ça, il faut s'attaquer aux industriels qui nous imposent ça, et puis il faut produire localement. Et ça, c'est en lien avec ce que je vous ai dit sur la situation internationale. L'idée que chaque pays produit un petit truc, c'est sa spécialité, qu'on fait du commerce international, etc. Mais ça tombe vraiment à l'eau, cette affaire, ce modèle-là. Quand vous avez la Chine, la Russie et les États-Unis qui se mènent une guerre commerciale, c'est extrêmement vulnérable. Il faut retrouver une souveraineté alimentaire et faire en sorte que, globalement, les produits de nos agriculteurs soient consommés localement. Et ça, je pense que les agriculteurs s'y retrouveraient et nous aussi. Voilà. Et on travaille sur un... Alors, c'est pas simple. Cette affaire est pas simple. Mais ça rejoint, en fait, ce que je vous ai dit sur les prix planchers tout à l'heure. On a travaillé sur les prix planchers pour les agriculteurs, les prix planchers aussi pour le dernier kilomètre. Et une autre possibilité qu'on travaille dans le groupe, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Je sais qu'il y a une expérimentation aussi dans le 4-5 et je vous engage à continuer. J'ai rencontré celle qui mène l'expérimentation. Il y a des belles expérimentations à Montpellier sur cette sécurité sociale de l'alimentation. C'est une belle idée. Voilà pour l'alimentation. Et ensuite, j'en arrive vraiment à dernier besoin essentiel. C'est la question de l'école, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé. Alors la santé, je vais vous en dire un mot parce que en ce moment, je suis dans la commission des affaires sociales. C'est un peu mon dada en ce moment. Donc, qu'est-ce que nous dit la ministre de la Santé que j'ai rencontrée? Parce que moi, je ne suis pas sectaire, hein, j'ai été rencontrer la ministre, voilà, je dis bon, vous ne voulez pas que vous censure, alors on discute. Moi, je suis pour discuter, pas de problème. Il faut que les hôpitaux soient mieux dotés. Il faut qu'il y ait des centres de santé publics partout sur le territoire. Il faut former plus de médecins. Tout ça, on le sait. Ils sont d'accord. La ministre vous dit oui, je suis d'accord. Bon, très bien, vous êtes d'accord. Et après, les moyens. Ah ben on est prêt à augmenter donc les objectifs de l'assurance maladie, mais par contre on n'augmente pas les recettes. Je dis mais vous allez faire comment? Ça c'était Amélie de Montchalin. Je dis bah on va augmenter la dette de la Sécu, mais il faut pas le dire. Vous êtes sérieux là? Ils nous font tout un truc sur la dette et après ils vous disent en bilatéral on va augmenter la dette de la Sécu. En fait des solutions il y en a et je vous renvoie à une tribune qu'on a publiée avant-hier dans Politis. Et bien en fait, il faut aller récupérer l'argent là où il est. Alors moi, j'ai fait des propositions assez simples. Il faut augmenter les cotisations sociales en diminuant les exonérations de cotisations sociales, pas pour tous les employeurs, mais pour notamment au-dessus de 2 SMIC. Hein, il y a un truc qui est... Voilà, je comprends que entre 1 et 2 SMIC, les employeurs se disent, bon, bah, si le travail est coûte moins, notamment pour la restauration, je comprends ça, voilà. Mais au-dessus de 2 SMIC, dans l'industrie pharmaceutique et dans plein de... Voilà, quel est le sens? 2 SMIC, c'est quand même pas mal, c'est déjà 2 600 €. C'est presque autant que ce que je gagnais quand j'étais directeur de recherche, au passage, hein, je vous le signale quand même. Moi, à la fin, je gagnais 2 800 € net, hein, c'est ça la vérité des prix quand on travaille dans la recherche. Bon, donc au-dessus de 2 SMIC, je suis pas sûr, vu que le niveau de qualification, je suis pas sûr que ça soit vraiment le coût du travail qui soit vraiment l'élément déterminant. Donc il faut diminuer ces exonérations de cotisations sociales. Et par ailleurs, c'est bon aussi pour le budget de l'État, parce que pour l'instant, c'est l'État qui compense. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, et on récupère 13 milliards d'euros. La réforme de la retraite, hein, je ne vous ai pas parlé de l'abrogation encore, c'est 3 milliards d'euros là, pour 2024 qu'ils ont besoin. Et là, la réforme que je vous propose, c'est 13 milliards d'euros qu'on récupère. Les exonérations, c'est 80 milliards. Hein. Voilà, je vous donne quelques chiffres. Bon. Après, autre piste possible, c'est de faire contribuer les revenus du capital. Alors quand j'ai dit ça à l'Assemblée nationale, mais même ma collab elle est contre. Bon, et ouais, mais alors les gens vont penser que tu vas taxer l'épargne. Je dis bah oui, mais c'est les revenus de l'épargne, chers collègues. Et les revenus de l'épargne, c'est pas le PEL ni le livret A. Parce que le PEL et le livret A, mais vous ne saviez peut-être pas, hein, mais ils ne payent pas de CSG, donc vous ne payez pas de revenus du capital, vous ne payez pas d'impôt dessus. Bon. Par contre, c'est le cas des CEL et de tous les autres revenus du capital. Et donc, si on passe de 9% à 12,5% le taux de taxation, un peu technique, je suis d'accord, et bien à l'arrivée, on récupère 5 milliards d'euros. Voilà, 5 milliards d'euros. C'est ce que demande exactement la Fédération hospitalière de France pour éviter qu'on ait des gens qui meurent sur les brancards. Il y a une jeune femme de 28 ans qui est morte sur un brancard il n'y a pas longtemps parce qu'elle était dans la suite des urgences, là, vous voyez, là, et ils n'ont pas pu la prendre. 28 ans. C'est normal? Non, c'est pas normal. Donc il faut arrêter avec ça. Et moi, je connais plein d'hospitaliers, non, il n'y a pas d'économie à faire. Là, notre raison, il n'y a plus d'économie à faire, là. C'est à l'os. C'est à l'os. Bon, voilà pour l'hôpital. Évidemment, dans notre programme, il y a plein d'autres choses. Et il y a la question écologique. On en a déjà dit un petit mot tout à l'heure. Moi, mon dada sur l'air à Marseille, c'est les croisières.
hein, un travail sur la sortie du croisiérisme. Et puis, il y a la question de l'artificialisation des terres. J'en dis un mot parce que je crois qu'on ne peut pas se dire qu'on a besoin de travailler sur la biodiversité, etc., et de continuer à artificialiser les terres un peu partout. Je pense qu'il faut qu'on soit très, très réglo là-dessus et ne rien lâcher. J'en arrive maintenant au dernier point, je vous ai dit, donc unité, radicalité et démocratie. Et la démocratie, pour moi, elle est fondamentale. C'est comment on travaille ensemble. C'est aussi pour ça que j'ai quitté la France Insoumise, enfin, en tout cas, qu'ils m'ont viré, hein, vous avez bien compris, je le dis assez tranquillement. Mais la démocratie, c'est aussi ce que notre groupe parlementaire a proposé, et je vais conclure sur ça. Qu'est-ce qu'on a proposé, nous, au gouvernement ? On comprend bien qu'on est majoritaire, mais on n'a pas la majorité absolue. Donc, il y a un blocage. Et on ne peut pas vivre de ce blocage, c'est vrai. Bon, il y a un problème. Donc, la proposition était très simple. C'est à la gauche de gouverner, vous nommez un Premier ministre de gauche. Par contre, nous, on s'engage à ne pas faire de 49.3. Et on est le seul groupe, d'ailleurs, à l'avoir posé comme ça sur la table, je crois. On s'engage à ne pas faire de 49.3. Et si on s'engage à ne pas faire de 49.3, ça veut dire que le projet de loi de finances et les projets de loi seront ce qui sort de l'Assemblée nationale, qui, elle, est représentative. Il y a des membres du Rassemblement national, il y a des membres, voilà. Elle est représentative de l'Assemblée. Ce n'est pas une solution très durable, mais c'est une solution momentanée qui respecte la démocratie et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça qu'on leur a mis sur la table. C'est pas très radical, c'est le respect de la démocratie, c'est le b.a.-ba. Ils n'ont pas voulu. Bon, alors ils n'ont pas voulu, donc on censure. Enfin, il n'y a pas 36 solutions. Et là, je le dis très tranquillement à mes camarades du Parti socialiste, il faudra censurer. Parce qu'il n'y a pas de majorité possible qui va de Faure à Retailleau. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vous allez voir, ça va partir en cacahuète cette affaire. Parce que les républicains veulent couper dans les dépenses et les socialistes veulent rajouter des dépenses. Ça ne va pas le faire. Donc il faut censurer jusqu'à ce que Emmanuel Macron respecte le choix des Français et nomme un Premier ministre de gauche, voilà, qui ne pourra pas mettre en œuvre tout le programme, mais qui pourra mettre en œuvre une partie du programme. Et l'abrogation de la réforme des retraites, eh bien les amis, ça passe. Parce que le Rassemblement national est pour. C'est comme ça. Et c'est un scoop, mais c'est le travail parlementaire. Il y a des tas de choses à nous qui passent, parce que des fois, les macronistes sont d'accord, et des fois, le RN est d'accord. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le Parlement. Il faut respecter le Parlement. Et je le dis de manière symétrique à mes camarades de la France Insoumise. Bon, la question de Macron, oui, la question de la démission de Macron, on n'en a pas parlé encore de Macron. Bon, elle est sur la table, parce qu'effectivement, c'est bloqué. Mais est-ce que c'est l'alpha et l'oméga de tout ? Non. Et puis par ailleurs, si on réclame la démission de Macron, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est qu'il faut travailler sérieusement, et tous et toutes ensemble, à une candidature commune de la gauche et des écologistes et des républicains et de ceux qui veulent vraiment que ce pays résiste à cette dynamique néofasciste. Donc si les insoumis veulent vraiment la démission de Macron, il faut qu'ils viennent discuter avec nous pour qu'on réfléchisse à un candidat commun. Et le candidat commun, voilà, est-ce que ça peut être Jean-Luc Mélenchon ? J'en doute, mais pourquoi pas ? Mais on peut en discuter, on en discute, on le pose sur la table. Et c'est ça la solution, et c'est ça que moi j'avais déjà proposé dès le 20 novembre, c'est qu'on se mette tous autour de la table et qu'on trouve une solution. Et si on trouve une solution sur un candidat commun, comme on a trouvé une solution sur Lucie Castet, oui, on peut gouverner dans l'année. Oui, on peut censurer encore une fois le gouvernement, on peut avoir un gouvernement de gauche, Lucie Castet, c'est notre première ministre. Et puis si ça ne marche pas, etc., il y aura une démission du président et on peut gagner les élections. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça ne sert à rien de procrastiner. Parce que 3 ans de Trump plus tard, est-ce qu'on aura plus de chances dans 3 ans, dans 2 ans et demi ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc moi, je voudrais quand même finir avec un peu d'espoir, et c'est ça mes vœux de cette année, c'est qu'on a démontré que quand on était rassemblés, donc l'unité, sur un programme de radicalité, qui est le programme du nouveau Front populaire, qui n'est pas le programme exactement de Hollande, non, ce n'est pas le même programme. Et si on a à cœur la démocratie, y compris quand on désigne nos candidats, à la fin, la gauche, elle peut gagner. Et à la fin, ça peut être cette petite lueur d'espoir dans le monde, comme ça a été à d'autres périodes de notre vie et de notre planète. Et bien cette petite lueur de résistance qui dit qu'il y a autre chose de possible, comme ça l'a été en 1936, comme ça l'a été à d'autres moments, et ben on peut espérer que ça soit ça. Vous voyez, c'est un peu solennel, mais je crois que c'est possible. Et je crois que Marseille a quelque chose à dire là-dessus. Et je vous remercie toutes et tous d'être là. Et bonne année! Alors, j'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient. Comme on est en vœu, on ne va pas lancer de débat, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Par contre, on a une galette,
On va manger cette galette, la partager ensemble, et tous ceux qui ont des questions à se poser, à discuter avec les uns les autres, eh ben, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous n'êtes pas engagé dans le Nouveau Front Populaire, l'heure est grave. Rejoignez les comités du Nouveau Front Populaire, rejoignez les partis, rejoignez les syndicats, rejoignez les associations, rejoignez le Printemps Marseille, rejoignez quelque chose. Mais il faut se bouger et s'engager parce que c'est très important. Voilà. Je remercie aussi le CMA. Oui.